Bonjour et bienvenue sur Discussion entre amis, le podcast qui se nourrit de vos vies. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lucas. Lucas, on se connaît depuis un petit peu, pas maintenant, quelques années quand même, depuis le collège. Je vais vous lire un petit passage d'un livre qui s'appelle 6 minutes 23, Sépare l'enfer du paradis, un livre de François Suchel. Chaque être humain a sa géographie intime, ancrée dans l'enfance. Il navigue dans la vie à l'aide d'une carte composée de routes inconnues des autres. C'est une très belle phrase d'un très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Alors Lucas, moi je t'ai vu grandir un petit peu avec cette envie de devenir pilote. Carrément. Pendant des années, c'est d'ailleurs ce qui nous a amené un petit peu à nous parler. Je t'ai suivi parfois de loin, parfois de près, en espérant que tu deviennes pilote. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était un 18 octobre d'ailleurs. Tu me dis que tu es enfin embauché comme pilote de ligne. Moi j'ai une joie immense à ce moment-là. Et depuis, je suis ton parcours un peu de loin, un peu de près, tes destinations, tes machines, tes escales, comme ça. Et puis un jour, je me suis dit que ton histoire devait être racontée. Et ben c'est pour ça. Exactement. Merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter globalement, comme ça, avant qu'on commence? Bien sûr. Alors, je m'appelle Lucas. J'ai 23 ans. Comme tu le disais à l'instant, je suis désormais pilote de ligne depuis un peu plus d'un an désormais. Et c'est une passion qui devient réalité. Voilà. J'ai grandi à Toulouse, ville de l'aéronautique par excellence. Ce qui forcément m'a mis sur des bons rails. Ça va pas trop avec l'aviation, mais c'est le cas de dire. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui ici. Ok. Ah, c'est vrai que tu vois là, on voit un avion qui passe au-dessus de nous. Quand t'étais petit, pareil, tu regardais un petit peu les avions au-dessus, passer au-dessus de toi. C'est comme ça que ça a commencé. Mes parents avaient une maison pile poil dans l'axe des pistes de l'aéroport de Toulouse. Et ça a commencé, voilà, en regardant les avions passer, en me demandant comment ça volait, en faisant des dessins, d'abord sur une petite feuille A4 et après des dessins énormes sur des feuilles A4 toutes collées ensemble. Ouais. C'était un cauchemar pour mes parents d'ailleurs. Sûrement, mais c'est voilà. Pour toi. Mais c'est comme ça que tout a commencé en fait. Ok. Donc la passion elle part de là et après comment tu te diriges vers vraiment une formation, des études surtout? Est-ce que Alors ça a été assez graduel. Ça a commencé par des dessins, comme je disais, par des rencontres aussi, parce que dans mon entourage, personne ne travaillait en lien avec l'aviation, ce qui est très rare, il faut le préciser pour ceux qui nous écoutent à Toulouse. C'est plutôt commun de connaître de près ou de loin quelqu'un lié à l'aviation civile plutôt. Donc ça a commencé par des rencontres, par notamment un commandant de bord. Okay. D'une grande compagnie que j'avais rencontré lors d'un stage de 3e que j'avais fait à l'aéroport de Toulouse. J'avais rencontré plein de professionnels de plein de secteurs de l'aviation et en fait ça m'avait que confirmé que je voulais travailler dans un avion et en rencontrant ce pilote que je voulais devenir pilote de ligne. D'accord. Et puis ensuite à travers l'utilisation d'un simulateur de vol, puis l'accès à YouTube, à plein de vidéos, à des reportages, à la télévision aussi. Et à des bons films, évidemment, on va sans doute en parler. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ça. Et puis très vite, dès le collège, j'ai su, enfin même un peu avant, j'ai su que c'est ce que je voulais faire. Ça s'est très vite confirmé. Donc après, j'ai orienté tout mon parcours de façon à accéder à ce rêve, quoi. D'accord, ouais. Et donc tu dis que c'est assez graduel dans le sens où voilà, il y a la passion qui naît parce qu'il y a toute une documentation que tu te fais toi-même. Et puis après, est-ce que au moment où de faire tes études, il y a peut-être une réalité qui persiste? Ça a commencé à la fin du collège, fin du collège, début du lycée. Donc après ce stage de 3e, je garde le contact de ce commandant de bord. Je me mets à l'accompagner lui en rotation avec lui. Ouais. Je vois ce qu'est le métier en lui-même et je passe un premier diplôme qui s'appelle le BIA.
Ok. brevet d'initiation à l'aéronautique, que je passe après une année d'études entre guillemets, en plus du lycée, le week-end à l'ENAC. D'accord, ouais. Et là, ça devient un peu plus réalité parce que on me demande d'étudier plusieurs comment dire champs techniques de l'aviation. Ok. C'est un premier diplôme, il faut travailler évidemment. Ouais. Et là, ça se concrétise un peu et je me rends compte que j'aime étudier l'aéronautique. D'accord, ouais. Et là tu vois vraiment le début de tout ce que tu vas entreprendre après. Et en fait, ça fait que me confirmer que j'aime ça et bon, bah entre guillemets, moi, ça m'intéresse carrément plus de travailler sur des domaines techniques ou scientifiques liés à l'aviation que juste faire des maths qui sont très abstraites. Dans lesquelles je me retrouvais pas forcément à ce moment-là. Ouais. Donc je me dis bah c'est super, ça fait que confirmer et ça n'a fait que continuer et encore aujourd'hui. Bah, c'est génial, en fait t'es guidé par la passion, quoi. T'as la facilité un peu d'apprendre, t'aimes ça et ça va vite, quoi. J'ai été élevé avec une phrase, notamment de mon père qui disait quand on veut, on peut. Ok. Et ben le fait d'être passionné et avec la passion, je continue à dire aujourd'hui aux enfants que je rencontre qui viennent visiter les cockpits ou autre chose que avec la passion on peut tout faire. Ouais. Et je pense que c'est le bel exemple parce que ben comme souvent disent mes collègues, il y a autant de carrières et de parcours qu'il n'y a de pilotes eux-mêmes dans les compagnies. Et ça montre bien à la fois la diversité des parcours et des façons d'accéder à ce métier et la diversité qu'implique le métier lui-même en soi. Ok. C'est une très belle phrase, j'aime beaucoup le côté de ouais, si vraiment t'as la passion et que t'as envie, tu vas y arriver si tu te donnes les moyens. Très intéressant parce que toi tu en es la preuve vivante. Alors Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes licences aujourd'hui et quand je dis licence, c'est les premières licences que t'as eues, pas directement la TPL, etc. Vraiment les premières licences que t'as eues. Ben, ça a commencé par le BIA. Ouais. Le BIA, ce brevet d'initiation aéronautique, une fois en poche, il permet d'obtenir des bourses pour aller en aéroclub, voler, dans le but d'obtenir un brevet de base, comme on appelle, ou une licence de pilote privé, donc pour aller piloter, devrais-je dire, le week-end des petits coucous d'aéroclub, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais passé le BIA et c'était ce qui était prévu à la suite du BIA. Ok. Mais entre-temps, il y a eu le Covid, etc. Je me suis retrouvé, on va revenir dessus sans doute. Je me suis retrouvé dans les études scientifiques. J'ai pas spécialement eu le temps. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé directement derrière en formation intégrée de pilote de ligne. Mm-hmm. Donc, en plus du BIA et de mes études en parallèle, je me suis retrouvé à obtenir ce qu'on appelle la TPL théorique. Okay. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est la TPL, qui veut dire Airline Transport Pilot License, c'est la licence de pilote de ligne. Donc d'abord on passe la théorie, c'est 13 modules théoriques. On passe ça sur une année scolaire. À la petite différence que il faut pas avoir 10 sur 20, il faut avoir 15 okay. pour pouvoir réussir. Ouais, donc c'est quand même serré, quoi. Ça demande du travail, mais on revient à ce que je disais tout à l'heure et on va sans doute y revenir plusieurs fois. Avec la passion, on peut tout faire. Ouais. Donc au final, ça demande de l'organisation, de la rigueur, mais c'est faisable, la preuve. Voilà. Et ensuite, après la TPL théorique, la licence CPL, donc Commercial Pilot License, qui me permet d'être rémunéré au vu de mes activités aériennes. D'accord, ok. Ouais. Ça, voilà, le cadre légal. Puis derrière, des qualifications supplémentaires, ce qu'on appelle IFR, qui peuvent me permettre de voler avec tout type de météo, notamment dans les nuages ou parce que s'il faisait tout le temps soleil, ciel bleu, ce serait un miracle, mais ça n'existe pas. Et ensuite, des qualifications de travail en équipage, on reviendra dessus, mais aussi sur les machines, sur des machines spécifiques. Okay. C'est un pilote, il a tout un panel de licences dans sa caisse à outils, il a tout plein d'outils et encore, il continue à développer ses outils tout au long de sa carrière. On en parlera, c'est un petit peu du métier de pilote, mais la formation continue qu'il y a à avoir après. Alors, là, tu nous as dit que en fait, le pilote a plein de licences et en fait, il puise à chaque vol dedans. Est-ce que c'est pas compliqué pendant ta formation et c'est pas stressant de te dire toutes ces informations, je vais devoir les retenir? Parce qu'elles vont me servir vraiment à un moment ou à un autre, quoi. C'est pas des informations qu'on peut passer, qu'on peut lire et... Comme j'ai tendance à le dire, dans toute formation, notamment quand on en vient à la théorie, il y a ce qui a marqué dans les manuels
et il y a ce qui sera vraiment utile sur le terrain, ou plutôt là dans le cockpit en l'occurrence. Donc on retient la quantité d'informations qu'on peut se permettre de retenir. C'est déjà pas mal. Et ensuite, c'est pour ça que c'est un métier où on apprend tous les jours. On apprend tous les jours dans le cockpit, aujourd'hui encore, et pour les 40 années qui arrivent, on continue d'apprendre. Je vole avec des commandants de bord qui sont pas loin de la retraite et qui apprennent encore. On passe tout le temps au simulateur, donc on apprend. C'est un métier où il faut aussi accepter de se maintenir un certain standard, donc d'aller lire les manuels, en l'occurrence de l'avion ou de la compagnie, qui sont régulièrement mis à jour en fonction de la législation qui peut évoluer aussi. Donc ouais, c'est un métier particulier où il y a une sorte de formation continue tout au long de cette carrière, mais c'est aussi ce qui est enrichissant au point de vue intellectuel. Ouais, c'est vrai que du coup tu es obligé de toujours avoir de te former tout le temps en continu. C'est vrai que c'est quand même pesant ou pas, ou vraiment pareil, on en revient à la passion, donc du coup tu le fais naturellement et puis on en revient à la passion. Ouais. On en revient à la passion. Je suis content de faire ça. Sinon, je serais pas là et encore moins en train d'en parler. Donc, on en revient à la passion. Okay. Et c'est vraiment ce qui permet de le faire. D'accord. Bah c'est intéressant. C'est un podcast qui va être dirigé par la passion, dicté par la passion. Aujourd'hui, on va parler passion tout le long. Alors, je te propose une petite première partie, question de connaissance. Alors, ça va être... J'espère que c'est pas trop dur, parce non, que... c'est pas trop dur. C'est des questions vraiment très simples de connaissances, d'amis, de ma famille. On commence par la première. Est-ce qu'on voit la courbure de la Terre vue du cockpit? Oula, c'est une très bonne question. Pour nos chers amis qui pensent que la Terre est plate, nos platistes, je suis désolé, je vous garantis qu'elle est bien ronde. Okay. Alors non, pas forcément. Pas forcément. C'est après forcément la perception change. J'ai une connerie, mais en fonction du si tu fais face à un lever de soleil, un coucher, la luminosité, la météo, forcément c'est des facteurs qui influent sur la perception, l'altitude aussi. Mais non, ça se voit pas spécialement. D'accord. Donc mais moi tu peux quand même nous dire que la Terre est ronde. Enfin. Mais pour l'avoir quand même parcouru à ma noble échelle, la Terre est bien ronde. La Terre est bien ronde. Désolé. Ok. Alors, est-ce que, donc, toi, on l'a pas encore dit, mais tu es pilote sur Airbus A320, enfin, toute cette catégorie. La famille, oui. La famille, du voilà. 318 au 321. Exactement. Alors, est-ce qu'on sent la différence entre un Airbus et un autre avion? On m'a posé cette question. Par exemple, si on prend un Boeing, ou peut-être un autre avion de ta formation, est-ce qu'on sent vraiment la différence? Alors, il y a plusieurs. Déjà, à l'échelle de la taille, un avion de formation, c'est pas du tout le même gabarit qu'un avion de ligne. Et les avions de ligne eux-mêmes n'ont pas les mêmes gabarits. Donc, on sent la différence à la fois dans les cockpits. Parce que vous prenez un Boeing, c'est le bon vieux manche à balai, comme disent les gens, le classique. Sur un Airbus, moi, c'est un joystick, comme pour jouer aux jeux vidéo. Ouais. Tandis que dans un petit avion de formation, ça dépend. Des fois c'est un manche, des fois c'est un petit joystick également. Et moi dans un Airbus, le joystick il est pas directement connecté aux surfaces de contrôle de l'avion, sur les ailes, etc. Ça passe par des capteurs, un ordinateur qui processe l'information, tandis que sur un Boeing ou un avion un peu plus old school, ou les avions de tourisme ou de formation en l'occurrence, tout est fait soit par lien direct, donc avec des câbles, comme dans les petits avions, soit chez Boeing notamment avec tout en hydraulique, de façon mécanique. Il y a rien d'informatique là-dedans, contrairement à l'Airbus de mon côté. Donc, forcément, les sensations de pilotage, elles sont un peu différentes. Mais un avion reste un avion avec 2 ailes, 2 voire 4 moteurs et un cockpit. Ouais. Donc, ça change, ça évolue, mais on va dire que c'est aussi ce qui fait la diversité du métier, parce qu'un pilote est amené à varier, au fur et à mesure de sa carrière, à voler sur différents types de machines. Donc oui, c'est clairement ce qui en fait aussi la diversité. D'accord. Bon alors c'est très intéressant. J'ai une autre question. Est-ce que le scotch gris qu'on voit sur les avions est safe?
Alors on appelle ça du speed tape dans le jargon. Pardon. C'est alors c'est un espèce de scotch magique, si j'ose dire. Non, c'est alors je suis pas spécialiste là-dedans. Petit disclaimer, mais c'est un espèce de scotch d'aluminium en fait, qui colle très bien et qui de toute façon avec l'écoulement aérodynamique ne se décollera pas. D'accord. Et ils en mettent déjà une sacrée couche quand il en faut. Ça permet de gommer un peu les petites aspérités ou de rendre plus aérodynamique certaines parties qui en auraient besoin ou qui auraient besoin d'être un peu renforcées jusqu'à la prochaine grosse maintenance ou jusqu'à ce que l'avion soit AOG, donc Aircraft on Grounds, donc en maintenance. Mais c'est safe. De toute façon, tu peux en tant que pilote, dedans safe, tranquille. Oui, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Déjà en tant qu'humain, au-delà d'être pilote, si j'avais pas confiance dans le système, je monterais pas à bord et j'irais encore moins le piloter. Donc si on le fait, si le commandant de bord et l'officier pilote prennent aussi cette responsabilité d'accepter l'avion et d'accepter de travailler dedans, puis en plus d'accepter la responsabilité de transporter des clients à bord, c'est que y a pas à s'inquiéter. D'accord, c'est très intéressant, ça nous rassure quand même. Alors on va pas être très pessimiste dans ce podcast, mais on va quand même un petit peu rassurer. Alors là on va parler d'une petite particularité. Toi tu es dans une compagnie qui fait du wet lease. Est-ce que tu peux vaguement un petit peu nous expliquer un petit peu la différence d'une compagnie traditionnelle? Alors la différence. Une compagnie traditionnelle, ses clients principaux, c'est les passagers. Elle a ses propres équipages, ses propres avions, sa propre maintenance, et elle offre des services à ses clients qui sont notamment les passagers. Je travaille dans une compagnie, moi, qu'on appelle ACMI, donc A pour aircraft, avion, C pour crew, donc équipage, M pour maintenance, et I pour insurance, donc assurance en français. On loue nos services à des compagnies plus traditionnelles qui, pour X raisons, ont besoin de plus d'avions qu'elles n'ont dans leur flotte, ou d'équipage également. Notamment dans des compagnies qui sont assez dynamiques ou qui sont sur des phases de croissance où c'est assez élevé. Il y a beaucoup de demandes, peu d'avions. En tout cas, il y a déjà beaucoup de retard en ce qui concerne les pièces détachées et les livraisons d'avions, et ce notamment depuis le Covid qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière et dans cette industrie. Donc nous, en fait, on opère au nom de ces grosses compagnies nos propres avions avec nos propres équipages, etc. D'accord. Les passagers, eux, voient pas forcément la différence. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand nous on rentre dans l'avion, on n'est pas tellement capable de dire que vous êtes un équipage qui n'est pas de cette compagnie. En fait. Non, pas forcément, parce que les PNC à l'arrière sont parfois, souvent même aux couleurs ou avec les accessoires de la compagnie pour qui nous on travaille. Les avions, eux, souvent avec des stickers, sont aux couleurs de la compagnie pour qui on travaille. Donc vous regarderez sur votre billet, il y a parfois marqué vol Air France ou Lufthansa, peu importe, ou d'autres compagnies opérées par. D'accord, et c'est le opéré par qui... Et lorsque, par exemple, nous opérons pour X compagnie, le vol c'est X opéré par notre compagnie en question. C'est un petit indice pour ceux que ça intéressera. D'accord. C'est c'est à peu près la seule façon de s'en rendre compte finalement, mais ça change pas l'expérience des passagers pour autant, donc et c'est le but. Le but c'est que les clients ne se rendent pas compte de la différence. C'est vrai que quand on fait c'est vrai que si on voit vraiment sur le billet, à part ça, c'est vrai que quand on est dans l'avion, on ne remarque rien, c'est quand même impressionnant. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer un petit peu de ta perception comparé à une compagnie un petit peu classique? Qu'est-ce qui changerait un petit peu ton quotidien? Ce qui change principalement, c'est qu'on change de compagnie pour qui on travaille tous les mois notamment, ou ça peut être tous les 2 mois, peu importe. Donc on change forcément de base, donc de pays avec, et donc parfois de continent. C'est aussi pas mal ça d'un côté. Ça entraîne c'est le principe d'une telle compagnie entraîne énormément de diversité. Ça permet de voir énormément de choses en très très peu de temps. C'est mon cas, j'ai commencé il y a pas si longtemps, quand on regarde à l'échelle d'une carrière, c'est même très très modeste, et pour autant ça permet, attention, je dis pas que j'ai tout vu, loin de là,
On n'a jamais tout vu dans tous les cas, mais ça permet d'avoir une bonne idée de pas mal de choses en très peu de temps. Vous pouvez faire un mois du low cost basé en Europe de l'Est, le mois suivant travailler pour une compagnie nationale en France et le mois suivant travailler outre-Atlantique au Mexique ou en Amérique du Sud pour une compagnie là-bas. Donc c'est très enrichissant, mais ce qui change au point de vue perspective et vie de pilote, c'est que vous changez de base, vous changez d'opération. Alors les procédures changent pas forcément en elles-mêmes, mais des fois le client a quelques petites spécificités dont il faut tenir compte. C'est principalement cette dimension-là qui change. Puis, au niveau du pilotage, voler au Mexique, qui est un terrain qui est à forte élévation, donc qui est très très haut par rapport au niveau de la mer. C'est où il y a souvent des orages, notamment l'été. On est quand même plus proche de l'équateur que lorsque vous volez à Amsterdam, qui est en dessous du niveau de la mer pour le coup, et qui est une région qui est très plate, avec très peu de relief, et donc avec des dangers différents forcément, mais avec une gestion de la menace et de l'erreur qui est un peu différente. Donc c'est plein de petits points de notre quotidien comme ça qui sont amenés à changer. Ça amène beaucoup de diversité, mais ça demande aussi de la rigueur et beaucoup d'adaptabilité. Parce que là on c'est vrai que c'est le bon point, on voit du paysage, mais d'un côté c'est quand même compliqué avec le décalage horaire. Tu es un mois dans un pays, un autre, c'est quand même compliqué physiquement, non? Il faut apprendre à le gérer. Alors il y a des gens qui ont tendance à dire moi dès que j'arrive j'essaie de m'acclimater à l'heure locale, etc. le plus vite possible. Moi, chacun se connaît. Je sais que il faut que moi j'écoute mon corps. Quand j'ai envie de dormir, je dors. Quand j'ai pas envie de dormir, je dors pas. Donc, par exemple, au Mexique ou en Amérique du Sud, des fois, vous prenez plusieurs jours à vous acclimater. C'est pas bien grave. Ça fait partie du métier. Ça marche. Et puis après, c'est vraiment le fait. T'as raison de s'écouter soi-même, quoi, parce que c'est quand même compliqué. On en reparlera parce qu'il y a pas mal de responsabilités. On en a parlé un petit peu ensemble avant. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de responsabilités. Il y a tout ce beau côté du métier de pilote, mais il y a quand même quelques comment dire, c'est pas des inconvénients, mais c'est ça peut l'être. Ça peut l'être, ouais. Tout n'est pas tout beau tout rose. Alors c'est un métier évidemment qui fait rêver et qui me faisait et me fait toujours rêver, moi le premier. Mais comme dans tout métier, il y a des avantages, des choses qui sont extrêmement bien et des inconvénients, ou en tout cas peut-être pas inconvénients en tant que tels, mais des points qui sont plus négatifs, qui sont plus compliqués à vivre. Pour lesquels je saute pas 2 jours. Voilà. tu dis pas youpi dès que t'en entends parler. Non, voilà, exactement. Alors là, on va parler, on va passer sur la deuxième partie qui s'appelle la partie questions-réponses. C'est des questions simples et des réponses simples, courtes. C'est un petit peu un one shot comme ça. Parfait. Voilà, comme dans une communication radio. Hop, je te donne la parole, tu me la rends et on va vite. Donc faut que j'essaie d'être clair et concis. Ouais, et puis c'est surtout vraiment des réponses simples. Ton vol le plus long? Récent. Ouais. Entre l'Allemagne et le Maroc. 4 heures. Aller, 4 heures retour. On en reparlera de ce vol. En pleine nuit. On parlait des inconvénients. Voilà. On le retient. Ton vol le plus agréable? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Là, je pourrais pas répondre. Ça peut être parce que le vol a été sympa, parce que le commandant de bord et l'équipage étaient particulièrement sympas. Ça peut être plein de choses. Là, comme ça, dur d'en citer un. Ok. Après, ton escale préférée? Il y en a une que j'aimais beaucoup lorsque je travaillais au Mexique. C'était Tijuana, qui pourtant est pas réputée pour être une ville très très safe, très sécurisée dans le monde. Donc à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais c'était une escale qui était particulièrement bien. Elle était longue, quasi pas 48 heures, mais on avait 36 heures sur place. D'accord. Et c'est une escale où te balader un petit peu quand même, ou... Oui, c'est une escale où
on pouvait à la fois visiter la ville, bon, une fois qu'on y a été une fois, voilà, mais aussi traverser une frontière à pied. Ouais. Ce qui est pas toujours donné à tout le monde. Oui, c'est vrai. Traverser et là vous traversez la frontière mexicano-américaine du coup à pied. Bon évidemment il y a des contrôles, puis il y a le fameux mur maintenant. Donc ça aide pas les choses, mais c'est quelque chose de sympa et vous allez passer la suite de la journée, la soirée à San Diego notamment, qui est la ville de Top Gun. Donc pour tout passionné d'aviation, il y a le resto où ça a été tourné, il y a les flottes du Pacifique notamment là-bas. C'est une escale que j'adorais. J'y suis allé plusieurs fois et j'y retournerai avec plaisir. Donc est-ce qu'on met San Diego ou Tijuana du coup? Les deux vont ensemble. Les deux, ok. Allez, les deux, j'accepte la réponse. Alors, plutôt rooftop à Tokyo ou rooftop à New York? Alors j'avoue que je connais pas Tokyo moi pour le coup, pas encore en tout cas. Peut-être une ville plutôt Asie ou plutôt Amérique? Plutôt Amérique. Plutôt Amérique. Plutôt Amérique. Plutôt le que t'aimes. C'est une différente forme d'agitation entre le côté asiatique et le côté nord-américain pour dire. Ouais. Plutôt US. Plutôt US. Ok. Alors là on a la question-réponse, le thème se découle un petit peu. Comment ça se passe du point de vue d'un pilote, l'embarquement en fait? Qu'est-ce que vous avez à faire? Parce que nous on arrive, en fait on monte dans l'avion, on pose nos bagages et puis on pose nos fesses et puis en fait on attend que ça se passe, très sincèrement. On attend la petite chorégraphie des PNC et puis c'est tout. Et en fait vous, comment ça se passe quand vous arrivez là, par exemple vous arrivez devant l'avion, qu'est-ce que vous avez à faire en fait? Alors nous on arrive, alors ça dépend du contexte, etc. Mais on arrive déjà entre 1h30, allez plutôt disons pour généraliser 2 heures avant le vol, avant l'arrivée des passagers, etc. Okay. Il y a un briefing. Il y a un briefing de la partie technique du cockpit notamment, donc avec le commandant de bord, le ou les officiers pilotes de ligne. Okay. Où on évoque les particularités du vol, la météo, on décide du pétrole. On décide du carburant qu'on va emporter avec nous pour le vol en question et on s'organise de qui volera quelle partie des vols de la journée. D'accord. Puis ensuite vers 1h15 avant, à peu près une petite heure avant, parfois 1h30, ça dépend encore des compagnies. C'est quand même déjà un bon briefing, quoi. Oui, parce qu'après il y a ensuite l'équipage se constitue en tant que tel, donc on rencontre aussi les PNC. D'accord. La chef de cabine, et là on leur fait un briefing également. C'est simple, mais sur le temps de vol, sur la météo. Ouais. Est-ce que ça va bouger ou pas, des turbulences ou pas, parce que ça influe sur les passagers, mais surtout sur leur service aussi. Et puis un vol tout calme, ce sera aussi des passagers notamment plus calmes, et un vol qui bouge, ça entraîne forcément des passagers un peu plus non pas tendus, agité, mais pour certains qui se posent des questions ou qui peuvent avoir peur, donc ça peut influer sur leur travail au quotidien. Et ensuite on va à l'avion. Okay. On est à l'avion entre 1h et 1h30 avant, et 1h15 avant pour trancher. Et puis là, les deux parties se reséparent. Le personnel de cabine s'occupe de sa cabine. Nous, dans le cockpit, il faut démarrer l'avion si il a pas été démarré lors d'un vol d'avant, qu'il arrive pas d'un vol déjà. D'accord. Et que juste l'équipage a changé. Oui. Et à ce moment-là, on prépare l'avion. Nous, on rentre. Le pilote qui va être en charge du vol en question rentre la route, prépare son avion. Celui qui sera pas aux commandes va faire une inspection visuelle réglementaire imposée par la loi de l'extérieur de l'avion. Donc le walk-around. Le fameux walk-around, yes. Voilà. Qui est à faire avant chaque vol. D'accord, ouais, parce que en fait, vous, quand vous êtes au cockpit, vous sentez pas ce qui peut se passer dehors. Parce que vous tapez un oiseau, vous le sur l'aile par exemple, sauf si on vous le dit pas, vous le sentez pas en fait. Non, alors c'est vrai que proche du radome, du cockpit, etc., on peut l'entendre. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui se passe sur la dérive arrière, ce qui se passe ce qui se passe tout à l'arrière, on l'entend pas quoi. D'accord. On l'entend pas, on le sent pas forcément, surtout sur
sur un avion d'une telle taille et encore plus gros plus tard. Donc toujours cette inspection visuelle qui est obligatoire avant n'importe quel vol. D'accord. Voilà. Et vous avez vraiment un sens précis? Oui, c'est une procédure qui est décrite par le constructeur. On a un cheminement précis pour inspecter des éléments précis qui sont hyper importants à la conduite du vol en pleine sécurité. Oui, je pense notamment aux sondes. Tout ce qui est les sondes, les pneus, les freins, la structure générale de l'avion, voilà. Ouais, les réacteurs, les hobs de fan, tout. Ok. Vraiment. Et puis ensuite, on se fait un briefing aussi entre nous. On demande, on précise et on confirme la route qu'on va voler aujourd'hui, les menaces qu'il peut y avoir pour le départ, tout comme on brieferait les menaces pour l'arrivée sur le terrain de destination, etc. C'est toute une chorégraphie. Si la chorégraphie a été assez efficace et faite avant que les passagers arrivent, parfois vous avez la chance d'avoir un des pilotes qui vous accueille à bord depuis l'entrée de son cockpit. Parfois non, c'est parce qu'on est occupé et qu'on n'a pas forcément le temps. D'accord. Ouais, donc mais c'est vrai quand tu dis une chorégraphie, c'est vraiment ça va être aussi un maître mot parce qu'on a dit la passion, mais c'est aussi la chorégraphie. C'est qu'entre vous pendant tout le vol, dans le cockpit, c'est une chorégraphie, c'est des actes que vous allez faire les uns les autres, vous allez vous vérifier les uns les autres. Et ça se déroule assez rapidement, ou est-ce que, en fonction des équipages, il y a un rythme à reprendre? Ou est-ce que ça se déroule vraiment automatiquement avec n'importe quel équipage? C'est des procédures qui sont faites pour que ça marche, peu importe les individus. Okay. C'est un métier où chaque jour, on travaille avec des nouvelles personnes. La probabilité de revoler, notamment dans une grande compagnie, d'une grande taille en tout cas, avec des gens avec lesquels on a déjà volé, elle est faible. Ouais. Elle est pas impossible parce que ça arrive, ça m'est déjà arrivé, mais ça reste faible pour autant. Donc cette chorégraphie, ces procédures, elles sont là pour garantir que peu importe la personne ou les personnes avec qui on travaille, l'avion soit mis en œuvre comme le constructeur le préconise. D'accord. Donc, en fonction de la répartition des rôles du jour, ou en tout cas pour le vol en question, chacun sait exactement ce qu'il a à faire dans tel timing et dans tel objectif. Ok. Alors, merci pour ta réponse. Alors, j'ai une autre petite question. Comment se traduit la rentabilité du point de vue du pilote? Dans le sens où nous, par exemple, quand on est et je dure ma question pour te laisser un peu boire. Nous, quand on est passager, on va avoir du duty free, on va avoir quelque chose, ça va nous pousser à acheter. Vous, au niveau des pilotes, comment ça se passe en fait? Parce que on va pas se mentir, l'aviation c'est aussi un domaine qui a besoin de rentabilité. Il faut que ça marche. Bien sûr. Vous êtes aux commandes de machines qui vaut des millions, très sincèrement. Oui. Et donc, le côté rentabilité n'est pas négligeable. Comment ça se traduit? Alors, aujourd'hui, on sait qu'on a l'éco-pilotage. Oui, bien sûr. Pour réduire le carburant, mais à part ça, qu'est-ce que... puisque tu parles d'éco-pilotage, ça se traduit par des actions, on essaie alors sauf si la météo ou que le contexte le demande, mais on essaie de mesurer au plus juste les compagnies et les personnes qui préparent les dossiers de vol, parce que c'est pas nous qui recevons le dossier de vol. Nous, on reçoit un dossier de vol avec les particularités, la météo, le carburant nécessaire au vol, et ensuite c'est la décision finale de l'équipage technique qui est en dernier ressort du commandant de bord de trancher pour le fuel qu'on va emporter. En fait, vous êtes des exécutants d'un plan de vol, en fait. Oui, on reçoit le plan de vol, c'est pas nous qui le construisons. Voilà, ok. C'est des espèces d'autoroutes dans le ciel avec des points GPS et voilà. Donc on essaie déjà de prendre, non pas au plus juste, parce qu'il faut savoir que le plan de vol lui implique déjà de façon légale du carburant en plus. On a toujours beaucoup plus de carburant que ce dont on aurait besoin pour effectuer un simple vol. En revanche, il peut arriver qu'on doive en ajouter, et sur un vol où il n'y a pas forcément de météo particulière ou pas forcément de choses à prendre en compte dans la gestion des menaces, etc. On essaie de faire attention à cette dimension environnementale, parce que et économique, faut le dire, parce que emporter plus de pétrole, ça pèse plus, donc on consomme plus. Voilà. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, ça reste un cercle vicieux. Et puis ensuite, lorsqu'on roule, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est très commun à beaucoup de compagnies,
Lorsqu'on part de la porte d'embarquement, qu'on repousse donc, souvent on met en route un seul moteur sur les deux. Oui. Et on démarre le second quelques minutes avant le décollage. Ça permet de sauver quelques dizaines, voire même aujourd'hui centaines de kilos de pétrole. C'est quand même pas rien sur l'échelle de quand on met sur l'échelle de voilà, une compagnie. Sur une compagnie qui a même 60 avions et qui opère tout le temps, parce qu'un avion de toute façon qui est au sol, qui n'opère pas, c'est un avion qui coûte cher. 240 kilos de pétrole sauvés, à l'année, sur une flotte qui est de 60 à 300 avions pour certaines, c'est pas mal. C'est quand même considérable. La compagnie, ça l'arrange économiquement et écologiquement. Bon, c'est un geste, et on fait souvent pareil après l'atterrissage. D'accord, ouais. On coupe un moteur et on fait un roulage monomoteur. Voilà. Pour ce qui est de la gestion du vol, pendant le vol lui-même, on demande de plus en plus ce qu'on appelle des directs, donc des routes, plutôt de faire des détours, etc. En ligne droite, pour être le plus efficace possible, et ce qui fait qu'on gagne souvent quelques minutes de vol. On sauve aussi forcément du carburant. Voilà, donc tout ça rentre dans les copilotages. Aujourd'hui, l'Europe notamment essaie, elle, de rendre ce système de direct point à point un peu plus facile et simple, de façon à justement simplifier cet écopilotage et la planification des vols en eux-mêmes pour les personnes qui en amont les préparent. D'accord. C'est quelque chose qui tend à devenir de plus en plus commun, à s'améliorer aussi, et à se développer. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres moyens, par exemple, pour réduire un petit peu Non, enfin après ça passe par plein de les moteurs notamment, on en parlait, ça dépend, il peut y avoir les flaps, si t'atterris, donc les espèces, pour ceux qui nous écoutent, les volets qui se déploient à l'arrière des ailes. Plus les volets se déploient, plus ça génère de traînées, donc c'est une force aérodynamique qui résiste à l'avancement de l'avion dans l'air, qu'on compense avec les moteurs en fait. Donc certaines compagnies, elles préconisent d'atterrir avec des volets un peu moins déployés, ce qui fait que les moteurs ont un peu moins à compenser. En flaps 3 pour les par exemple, pour sur du 3, en flaps 3, mais ça dépend vraiment des procédures de compagnie, etc. Donc c'est plein de petites actions comme ça, mais qui paraissent rien du tout en fait le jour J, mais mises bout à bout à la fin de l'année sur une flotte qui peut faire 350 avions parfois. Ouais. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, effectivement. D'accord. Voilà. Merci. Alors on va faire une petite pause et après on va reprendre juste après. Si je t'ai demandé de venir avec 2-3 anecdotes dans ton sac, pas besoin d'être Mary Poppins, de piocher comme ça dans tous tes mémoires. Juste 2-3 anecdotes. Alors peut-être un atterrissage un peu compliqué ou quelque chose où il y a eu du vent, une météo un peu compliquée. Un moment où tu vois t'as un peu serré les fesses quand même. Tu te dis oui, j'ai eu peur. Alors j'ai pas eu peur, mais c'est un atterrissage où je m'étais bien amusé. Ouais. Mais qui m'avait fait, pour être honnête, pas stressé, mais vous avez toujours cette petite appréhension, adrénaline qui est là, hein, toujours. C'était justement à Tijuana. Ok. C'était à Tijuana, quoique non, c'était pas à Tijuana. C'était à Tijuana? Non, c'était à Ciudad Juárez. C'est aussi à la frontière américaine. Moi j'ai fait allemand, donc Ciudad Juárez. C'est une ville au Mexique. Ok. C'est une ville au Mexique, pareil à la frontière américaine, mais plus à l'est cette fois. Et c'est une approche où c'était mon premier vol de nuit au Mexique. D'accord. J'avais jamais volé au Mexique. Premier vol de nuit, une météo pas très agréable. Ouais. C'était pas un soir fantastique pour voler. Des orages, etc. Bon, qu'on maîtrise, hein, attention, tout va bien, hein, faut pas s'inquiéter, faut pas faire peur aux gens. Ouais. Mais bon, voilà, j'avais quand même cette petite appréhension de cette première fois, toujours. Et puis, en fait, j'étais avec un Italien qui lui parlait pas espagnol du tout, etc. mais qui était très compétent pour autant. Attention, ça n'enlève rien. Un capitaine très sympa par ailleurs. Et c'était une approche où il y avait pas mal de vent, comme tu disais, des conditions météo un peu dégradées. Et en cas de remise des gaz, c'est une remise des gaz dans l'espace aérien américain. D'accord. Alors c'est fait pour, hein. Oui. Autrement dit, mais
bon, tout de même, ils sont pas fanats de ça. Oui. Donc remettre les gaz dans l'espace aérien américain alors que vous êtes pas censé y être. Vous pouvez, si vous n'avez pas le choix, mais enfin si vous pouvez vous débrouiller autrement, ça nous arrangerait. Autrement dit, Voilà. fallait pas merder sur l'approche parce que bon, tous mes collègues qui y étaient allés m'avaient dit. Tout le monde a réussi à ne pas remettre les gaz. Si tu pouvais éviter d'être le premier à te retrouver en tôle aux États-Unis. Alors non, je rigole là-dessus. Oui. J'aurais pas fini en tôle, évidemment. La procédure, elle est désignée telle quelle et il y a pas de problème. Mais bon. Mais pour l'honneur des pilotes et de tes collègues. Si j'avais, voilà, je me suis dit quand même, bon, là, si je remets les gaz, parce qu'on pense toujours à l'avant de l'avion, on est toujours plusieurs minutes devant notre avion, ce qu'on appelle, donc dans l'anticipation. Je m'étais dit bon, faudrait quand même pas remettre les gaz, ce serait voilà. Et puis c'est un vol de nuit, mais heureusement j'étais avec un commandant de bord, bien qu'il ne parlait pas espagnol, parlait comme un Italien avec les mains. Ouais. Et non, ça s'était très bien passé au final. Donc voilà. Bon. Ça c'était la première. C'était pour l'anecdote de l'atterrissage. Ouais. J'en ai. J'adore accueillir les enfants dans le cockpit. Comme moi je le faisais il y a pas si longtemps encore, je dois bien dire. Là pour le moment c'est encore un peu jeune, donc on peut dire pas si longtemps. Bah ouais. Dans quelques années on pourra plus. Hein. Dans quelques années on devrait dire il y a quelques années. Mais je te remercie de me mettre des cheveux blancs sur la tête avant. Avec plaisir. C'est sympathique, vous voyez, on est bien reçus ma foi. Bah welcome to the podcast, évidemment, ouais. Non, c'est ça. Il m'est arrivé récemment en Roumanie. Sur un vol entre l'Égypte et la Roumanie, d'avoir des enfants qui, après l'atterrissage, évidemment, au sol, venaient visiter le cockpit, dont un qui m'avait dit, vous savez, monsieur, alors déjà, quand il m'appelle monsieur, et qui parle anglais, déjà, il parlait super bien anglais, qui me dit, vous savez, monsieur, moi, je fais beaucoup de simulateurs, de flight simulator, etc., je vole souvent sur l'Airbus, je sais que ça sert à ça, et il m'avait montré plein de trucs qu'il savait, et ça me rappelait, il avait 8 ans maximum, il était avec son petit frère, tous les deux dans le cockpit, j'avais fait une photo avec eux, là, leur maman nous avait pris en photo, et ouais, ça me rappelle en fait, moi, il y a pas si longtemps, et d'un côté, quand j'étais si bien reçu à l'époque, je me disais, le jour où j'y serai, il faudra rendre l'appareil, et je serais content de le faire, et c'est le cas, quoi. Donc, la roue a tourné, et c'est super agréable de pouvoir, à mon tour, recevoir des jeunes passionnés, plus ou moins jeunes des fois, hein, ça dépend, mais qui sont juste contents de voir le cockpit, de faire un tour, une photo, de passer dire un bonjour, voilà, c'est vraiment plaisant, c'est une bonne ambiance en général. Non, c'est sûr, c'est franchement super. Ouais, ça te rend nostalgique un petit peu en fait un peu, mais c'est aussi de la fierté de me dire je me suis accroché, j'y suis arrivé et maintenant c'est à mon tour de partager ce brin de motivation que je peux apporter aux gens en disant regarde, t'adores ça, bienvenue. Et puis dans quelques années, moi tu sais, il y a pas si longtemps, souvent les parents me demandent et je dis, vous savez, il y a pas si longtemps que ça, moi j'étais à votre place ou à leur place en tout cas, et c'est juste ce plaisir de partager entre passionnés, peu importe l'âge. Voilà. Je pense qu'on revient encore une fois à la passion. On disait que ça allait conduire un peu ça allait être le fil conducteur de notre entretien, c'est bel et bien le cas. Et puis, j'ai d'autres anecdotes sur des vols super, où, un départ de l'Égypte, du sud de l'Égypte, vous passez, au-dessus du Caire, pas loin, etc. Et, forcément, vous voyez les pyramides de Gizeh. J'ai une superbe photo, je te la montrerai avec les pyramides de Gizeh prises du cockpit. Ça, en plus tu vois les pyramides, mais en même temps, t'es quand même. Alors, on va pas se mentir, tu dois piloter, être concentré, mais t'as quand même un œil qui regarde les pyramides. À ce moment-là, t'as quand même une place qui est quand même assez privilégiée. En fait, je veux dire, c'est quand même voir les pyramides vues d'au-dessus, c'est quand même. C'est vrai que la photo est magnifique. Tu vois, là je la vois, nos internautes ne l'auront pas, désolé pour vous, mais c'est vrai que c'est magnifique. Et justement, quand tu vois, c'est par exemple des monuments comme ça, t'as une place qui est privilégiée à ce moment-là. Est-ce que tu réalises à quel point, ou t'es quand même vraiment trop focus sur l'avion, ou tu dis quand même j'ai la chance de faire ça, quoi? Ça dépend. Alors là, en l'occurrence, on était déjà haut dans le ciel, etc. On avait évidemment, on manque pas de choses à faire, même quand l'avion est sous pilote automatique. Mais c'est vrai qu'on a toujours quelques secondes, quelques instants pour apprécier la vue. Hein. On reste des privilégiés, en tout cas pour ça, je pense.
On voit les choses, et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est ce qui le rend un peu magique. On voit les choses sous un angle différent. On sait qu'on décolle, je trouve ça super beau, hein, on décolle pour aller rejoindre le ciel, voler. C'est une perception différente. Donc on fait en sorte de l'apprécier, en sachant qu'on est privilégié dans ce sens-là, mais du coup on fait en sorte de l'apprécier. D'accord. Voilà. Alors merci de ta réponse. Alors on va passer maintenant un petit le sujet des anecdotes est fini. On va passer sur l'avant-dernier sujet de notre podcast. C'est un petit peu le débat. Alors toi, est-ce que tu te considères un petit peu comme écolo ou pas? Parce que on va pas se mentir, le pilote en lui-même, le sur A380 par exemple, quand tu lâches 70 tonnes pour refaire un atterrissage en urgence, c'est un peu compliqué. Bon, toi, le 320 n'a pas les Jettison, ça va. Mais est-ce que tu te sens écolo quand même et est-ce que tu sens quand même ta part de responsabilité là-dessus ou... Bah alors c'est vrai que quand on choisit le pétrole, évidemment qu'on se dit, surtout sur les premiers vols, quand on commence, à emporter, je sais pas moi, 7, 8 tonnes, 9 tonnes, 10 tonnes de pétrole, ce que ça commence à faire. Donc évidemment on le sait, et c'est pour ça que on fait pas les dingos avec des nombres et des chiffres d'emport de kérosène qui sont totalement astronomiques et pas réalistes pour un vol donné. Bon, après, est-ce que je me sens écolo? C'est la bonne question qu'il faut poser à un pilote en plus. Hein. Non, pas plus écolo que chaque personne qui recycle son verre, qui recycle à la maison, qui fait un peu attention. Après, c'est comme tout. Quand on prend sa voiture tous les jours, on pollue. Un chauffeur de bus ou quoi que maintenant ils sont. Oui, bientôt. C'est le mauvais exemple, mais voilà. Un chauffeur de poids lourd, un commandant de bateau. C'est un bon exemple parce que justement, tu vois, la prochaine question, c'était concernant l'électrisation et l'hydrogénation des avions. Ah bah voilà. Est-ce que tu es pour ou tu es contre? Juste simplement. Moi, tant que l'avion y vole et en toute sécurité, c'est bon. Tu montes dedans. Le jour où on m'aura fait un avion à l'hydrogène ou électrique qui volera en toute sécurité et avec des performances qui sont égales aux avions d'aujourd'hui, y a aucun problème. Seulement, j'ai beau ne pas être contre, je suis quand même perplexe. En tout cas, dans les années qui arrivent, c'est pas pour de suite, il faut le dire. Oui. Des études sont en cours, Airbus notamment, mais c'est pas pour de suite. Voilà. Le problème, c'est toujours comment stocker autant d'énergie pour l'électrique et l'hydrogène. C'est toujours tout pareil. C'est bien compliqué. Mais peut-être, c'est ça qui est fou, peut-être que toi, tu seras parmi les premiers pilotes qui bénéficieront d'un avion à l'hydrogène ou à l'électrique. C'est quand même impressionnant. Ça ferait de moi un pionnier. Oui, non, je rigole, mais oui, ça pourrait être intéressant. Après, je continue à dire souvent quand on me pose la question, c'est pas pour de suite. Ouais. Voilà. Ok. Alors on va passer à la deuxième question. Est-ce que aujourd'hui, depuis que t'es pilote, tu trouves qu'on automatise trop les procédures? Automatiser, tu veux dire en parlant d'automatisation des avions ou des procédures qu'est-ce que tu veux dire par automatisation? Dans le sens où on va laisser plutôt l'humain. Alors moi je sais pas comment ça se passe dans ta compagnie, mais il y a certaines grandes compagnies qui demandent à ce que l'autopilote soit engagé dès les premiers mètres ou du moins le plus vite possible. En effet. Est-ce que tu trouves que là, on arrive peut-être à un moment où il faut peut-être repenser Non, alors faire confiance à toutes ces automatisations dans les avions, parce qu'en fait c'est ça le sujet, c'est très bien, ça nous aide, mais les automatisations de base dans un avion, elles sont là pourquoi? Elles sont là pour décharger les pilotes de certaines tâches, pour qu'on puisse, et donc notre charge mentale, pour qu'on puisse se focaliser sur d'autres tâches qui sont aussi importantes et qu'on puisse vraiment être focalisé sur celle-ci. C'est vrai que moi dans ma compagnie j'ai la chance de pas avoir de limite.
D'accord. C'est-à-dire que si je veux piloter jusqu'à 10 000 pieds à la main, je le fais régulièrement parce que c'est le problème de ces compagnies, à mon sens, qui demandent d'activer l'autopilote juste après le départ, c'est qu'en fait, à la fin, vous êtes plus pilote, vous êtes informaticien, quoi. Gestionnaire de système informatique. Alors bon, ça reste d'excellents pilotes, attention, hein, faut pas le prendre sous le mauvais côté. On dit pas qu'ils sont non, au contraire. Mais c'est comme tout, il faut pas perdre la main. Donc moi je suis content de travailler d'avoir la chance de travailler dans une compagnie qui n'impose pas de restrictions sur ça et qui est assez souple pourvu que les critères de sécurité imposés soient respectés. Après, malheureusement, les accidents, notamment du 737 MAX, ces dernières années, bien que ça soit corrigé et sécurisé aujourd'hui, nous ont bien montré qu'il fallait des pilotes dans un cockpit. Exactement. Alors, évidemment, les enquêtes ont montré qu'il y avait une action à mener dans les secondes qui suivaient cet emballement et que ça aurait pu sauver les avions. C'est arrivé à un des vols qui a évité, évidemment elle était moins médiatisée, mais qui a évité un accident juste parce que les deux disjoncteurs de ce système ont été activés, etc. Attends, ça montre bien que l'humain a une part intégrante dans la sécurité des vols, notamment grâce à sa créativité. Parce qu'un humain est créatif, ce qu'une machine n'est pas. Parce qu'une intelligence artificielle, aujourd'hui, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est bien, mais finalement, un ordinateur, pour globaliser, ça fait ce qu'on lui a codé ou demandé de faire. Mais ça a pas la créativité d'un humain qui peut se montrer très créatif lorsqu'il se sent menacé. Alors là, on en rigole, mais je le dis en rigolant, mais je le dis aussi extrêmement sérieusement. C'est pour ça que je suis leur fervent supporter de 2 pilotes dans un cockpit. D'accord, ben voilà, tu préviens notre deuxième question. Donc j'allais parler du monopilote. Alors moi personnellement, je suis un petit peu contre aussi. Moi je trouve qu'en cas de panne, il y a besoin de cerveaux qui s'écoutent, qui se surveillent, et puis comme tu dis, l'humain ne réfléchit pas de la même façon qu'une machine. Et on a vu des humains qui font des machines, on n'a pas vu de machines qui font des humains pour le moment. Et donc du coup, tu as un petit peu, voilà, donc toi tu m'as dit que tu es un fervent défenseur de 2 humains. Donc du coup tu es contre, toi, Oui, j'ai tendance à être contre pour une seule et bonne raison. Je disais que l'apport de l'humain dans le cockpit est hyper important, notamment grâce à sa créativité, et surtout, un humain, il lui arrive rarement d'avoir des bugs quand même. Oui. Alors je dis pas que nos avions bug, attention, certainement pas, il faut pas l'entendre comme ça, clairement pas, c'est très sécurisé, ça marche extrêmement bien et ça a une fiabilité proche des 100% aujourd'hui. Néanmoins, 2 moteurs valent mieux qu'un et 2 cerveaux valent mieux qu'un avec. Exactement. Alors aujourd'hui, le monopilote, il est envisagé notamment pour des phases de croisière longues, sur des vols notamment long courrier. Pourquoi pas, mais l'inconvénient sur des longs vols aussi, c'est un peu la monotonie. Alors moi, j'en fais pas encore, donc c'est compliqué de me mettre dans cette position-là. Mais j'y vois tout de même des risques parce que l'humain est pas infaillible. L'erreur humaine existe, évidemment et avant tout. Donc, faut toujours être 2 et 2 personnes qui échangent, qui se comprennent et qui parfois réfléchissent différemment, ce qui en fait la richesse d'en avoir 2 tout simplement. Ça me paraît vachement important et primordial pour la sécurité des vols. Je suis pas sûr non plus que de suite les personnes seront rassurées de monter dans un avion d'abord avec un pilote puis sans pilote à terme. Je pense pas qu'on y soit encore. Aujourd'hui, c'est mis en place, c'est en tout cas poussé par certaines compagnies ou certaines autorités de régulation, notamment vis-à-vis du manque de pilotes dans le monde et également pour des coûts économiques. On le sait tous, malheureusement. Mais je suis pas sûr que ça se fera de suite et évidemment que je ne suis pas pour. Alors là, on a merci de ta réponse. On a fini la partie débat. Je voulais qu'on revienne dans 2-3 points
dans lequel on a évoqué tout ce podcast, donc c'est pas sur l'affiche. Je regardais l'affiche, c'est pas sur l'affiche. En fait, tu m'as parlé un petit peu tu sais, on a parlé un moment de ce vol où tu parlais d'Égypte à Düsseldorf. J'aimerais que tu nous en parles parce qu'on en a parlé avant ensemble, et tu m'as dit c'est quelque chose d'extrêmement fatigant. Tu parles du vol vers le Maroc. Vers Marrakech. Pardon, excuse-moi, c'était vers le Maroc. Exactement. Tu m'as dit que c'était un vol très fatigant. Alors, je vais te poser plusieurs questions là-dessus au fur et à mesure. Mais est-ce que tu peux nous dire que malgré la beauté, c'est vrai, de ce vol que tu nous as dit, c'était magnifique. Moi, tu as montré des photos, c'était incroyable avec un beau coucher de soleil, mais tu m'as dit que c'était fatigant quand tu m'en as parlé. Est-ce que tu peux me parler de cette fatigue-là? Et surtout, comment on la gère quand on est aux commandes d'un avion? C'est très particulier ce genre de vol parce que c'est des vols de nuit. Alors c'est quelque chose de plus paisible parce que le soleil étant pas là, alors c'est technique, on va pas rentrer dans les détails, mais l'air est moins turbulent la nuit, il y a moins de turbulence, c'est plus doux, et aussi il y a moins de vols. Donc les fréquences avec qui on échange avec les contrôleurs aériens sont souvent plus calmes. Donc ça a quelque chose d'apaisant aussi, mais c'est dur parce que c'est des longs vols souvent. Ce vol en question, il y en avait pour quasiment 4 heures aller, 4 heures retour. Ça fait une longue journée. Ça fait un départ vers 21h et un retour vers 6h30 du matin avec 7h du mat avec l'escale là-bas. Ouais. Combien de temps dure une escale en fait un peu là-bas? Ça dépend. Alors là, c'était aller-retour direct, donc j'y suis resté à peine une heure et quelques, une heure et demie là-bas. Mais c'est quelque chose qui est pas facile à gérer parce que déjà, alors le cockpit est éclairé, mais dehors il fait tout noir. Alors on voit les villes, s'il fait beau, etc. Mais il fait tout noir et par définition, si je vous mets dans un endroit tout noir en pleine nuit pendant que vous êtes censé dormir, le rythme circadien, comme on l'appelle, je vois que t'es bien renseigné, fait qu'on a envie de dormir. D'accord. Alors évidemment, on s'est reposé avant le vol, donc on dort pas. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je vous confirme qu'il y en a bien un, en principe, voire même deux du coup. Mais voilà, c'est pas facile à gérer. On essaie de se reposer dans la journée en amont parce qu'évidemment quand on a un vol comme ça on travaille pas dans la journée néanmoins dormir en pleine journée des heures, donc voilà, moi quand j'ai des vols comme ça, puisque c'était l'origine de ta question, j'essaie de me décaler un peu sur mes jours avant, surtout si je vole pas, et c'est souvent le cas. Je me décale, je me couche de plus en plus tard et je me lève de plus en plus tard pour essayer à peu près de me caler. Alors je peux jamais y arriver parce que voilà, mais plus ou moins de me caler. Et puis après l'expérience, alors moi elle est très modeste, mais une fois qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, bon ça vient. Mais ça reste des vols très fatigants. Et puis, en fait, surtout en fait quand t'es en vol, tu dis j'essaye de pas dormir. Alors c'est vrai que faut heureusement que tu dors pas. Non, non. Mais comment en fait, parce que par exemple en voiture, on ouvre la fenêtre, on met un peu de musique, on a un peu d'air frais, on repart comme en l'an 40. Mais dans un avion, tu veux pas ouvrir la fenêtre. Non. À des voilà. Donc tu vois comment tu gères en fait un petit peu. Tu prends du café à foison et puis. Ouais, mais alors beaucoup font ça. Le problème c'est que prendre trop de café c'est pas bon déjà. Ouais. Non, donc le simple fait déjà de manger ou de se lever 5 minutes pour aller aux toilettes pendant que l'autre pilote s'occupe de tout, voire de se reposer quelques instants pendant que l'autre pilote qui lui on est sûr qu'il va bien, qu'il est reposé, etc. Ça nous permet de nous reposer, pas de dormir, mais nous reposer quelques instants. Voilà. Après, il faut savoir que sur les vols comme ça, c'est déjà le cas sur n'importe quel vol, mais sur des vols comme ça, l'équipage de cabine nous appelle régulièrement, vérifier que tout va bien, qu'on dort pas, que tout va bien dans le cockpit, si on a besoin de quelque chose, de boire, de manger, etc. Et après, forcément, on essaie de discuter aussi entre nous de la conduite du vol, mais pas que, surtout sur des longs vols comme ça, et ça nous permet de tenir. Ouais, c'est un petit peu... Après, on aime ça, on a des beaux paysages. C'est aussi votre récompense, en fait. Ouais, c'est aussi la récompense. Là, sur ce vol particulier, on partait vers l'ouest. Donc, on suivait le jour qui, lui, se couchait devant nous. On est arrivé à Paris qui, pour une fois, était bien dégagé.
pas un seul nuage. On survole Paris de nuit, on voit la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la Place de l'Étoile, etc. qu'on distingue plutôt bien. Ensuite, vous continuez. Alors évidemment, les Pyrénées de nuit, vous voyez rien, mais derrière, vous continuez. Vous avez Madrid, le détroit de Gibraltar, vous arrivez gentiment vers les côtes marocaines, puis ensuite à Marrakech. Donc c'est des vols qui restent sympathiques, surtout quand il fait beau, et c'est souvent le cas. Ouais. Mais ça demande un peu de préparation avant. Après, chaque pilote le gère différemment. D'accord. Alors là, on arrive vraiment vers la fin. Il reste trois dernières questions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton salaire quand même, parce que on a vu tous les points de Discord, mais c'est vrai que on va pas se mentir, le salaire de pilote c'est quand même intéressant. Je te demande de nous donner une fourchette, pas le salaire précis quand même, on tient à ta vie privée, mais voilà, une fourchette à peu près. Alors, Si jamais, est-ce que tu peux nous l'expliquer, parce que je pense que tu as forcément une base fixe peut-être, et un petit peu peut-être une rémunération aux heures de vol, quelque chose. Alors ça dépend des compagnies. Ouais. Et avant de parler de chiffres, je pense que c'est hyper important de remettre ça dans son contexte. J'ai des collègues qui commencent en touchant le SMIC quasiment. Voilà, parce qu'ils sont en France. Certains qui ont été basés en Grèce ou autre chose, beaucoup moins. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ça, le côté parce qu'ils sont en France? Moi, j'avais pas très. Parce que en France, le droit social fait que il y a un salaire minimum garanti, le SMIC, tandis qu'il y a des pays, la Grèce, l'Italie, etc. C'est différent. Tu peux gagner beaucoup moins encore. D'accord. Okay. Donc voilà, d'où l'importance de travailler, notamment quand on a ces conditions-là sur un contrat français en France. Ouais. Mais voilà, j'ai des collègues, après l'école. Ils ont commencé au SMIC. Voilà, comme on dit, et c'est valide également pour la plupart des pilotes dans le monde. Le premier boulot, on le choisit pas forcément, on l'accepte. Le second, par contre, on le choisit. Et le salaire avec, du coup. D'accord. Donc forcément, certains pilotes commencent dans une fourchette très très basse, et les gens seraient très étonnés. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai de la chance, je gagne bien ma vie. Il faut aussi remettre ça en face des responsabilités et des inconvénients qu'on a aussi dans le métier. Moi, je suis 3 semaines par mois loin de la maison. Je travaille la nuit, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Voilà, ouais, loin de la famille, des amis, de tout. C'est aussi une vie d'hôtel, donc il faut aimer ça, faut le rappeler. Et il y a des responsabilités énormes. Vous avez entre 180 et 250 personnes derrière, dans mon cas. C'est quand même une pression derrière. Est-ce que tu vite fait là comme ça, est-ce que tu y penses quand t'es aux commandes? Non, parce qu'en fait, c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'y suis habitué, c'est très naturel, etc. Mais quand je dis bonjour, bienvenue ou au revoir, merci à nos passagers, lorsque j'ai la chance d'être à l'entrée du cockpit et de les voir, j'avais un instructeur qui me disait, tu regardes toutes ces têtes-là, tu multiplies par 5 ou 10 ou ce que tu veux, et tu te dis que s'il y a un problème et que ça tourne au drame, tu multiplies par 10 ou 15 même, t'as le nombre de personnes totales que ça touchera. Et là, tu sens le poids des responsabilités. Donc non, au quotidien, je me le dis pas parce qu'en fait, c'est ancré au fond, ça fait partie du métier et je le sais. Néanmoins, c'est bien de s'en souvenir. Et c'est aussi pour ça que le salaire doit être mis en face et de l'investissement qu'on a mis pour devenir pilote, du temps et parfois de l'argent, et également des inconvénients et des responsabilités notamment qu'on a. Donc moi, dans mon cas, j'ai de la chance, comme je disais juste avant, je gagne bien ma vie. Je tourne autour de 6 000 euros par mois à peu près, sachant que j'ai un salaire, puisque tu voulais que je l'explique, fixe. D'accord. C'est-à-dire que je vole ou que je ne vole pas du mois, j'ai cette somme minimum garantie. Et ensuite, j'ai certains appelleraient ça une prime en France, un certain montant fixe payé à l'heure de vol. D'accord. Donc si je fais, alors pour un pilote, c'est 90 heures sur 30 jours le maximum, 31 jours. Mais si dans le mois je fais 60 heures de vol, je vais recevoir ce salaire minimum garanti plus 60 fois le montant de l'heure de vol. Okay. Voilà, ce qui fait qu'on tourne à peu près dans ces tranches de salaire. C'est forcément un peu plus l'été en fonction des saisons. Voilà, un peu moins l'hiver. Mais pour faire une moyenne, on est plutôt autour de ce nombre, en ce qui me concerne en tout cas. D'accord.
Ok, c'est quand même intéressant parce que en fait, au final, donc il y a quand même tout un parcours en même temps. On va un petit peu en parler là des études vite fait. C'est qu'en fait, pour faire principalement en Europe, pour faire et même aux États-Unis quoi, pour faire pilote, il faut faire un crédit. Si après si on a la chance d'avoir des économies, oui, mais c'est parce qu'on est aux alentours de 100 000 euros quand même sur la formation. Est-ce que on prend parce qu'on prend ce salaire-là, mais on déduit aussi les frais de crédit qu'il faut rembourser. Donc c'est quand même un salaire qui est à remettre, comme tu dis, dans son contexte. Oui, voilà, faut pas sortir les chiffres, enfin les nombres plutôt hors de leur contexte. Il y a quand même souvent un investissement qui a été fait en face, beaucoup de temps, d'énergie, mais aussi parfois et même souvent de l'argent. Donc bon, ça fait partie du contexte à garder en tête aussi. Bon. Je te remercie pour ta question. Et dernière question avant qu'on en finisse, est-ce que tu as une phrase, à part quand tu veux tu peux, mais une autre phrase qui te guide un petit peu dans tes vols, dans tes journées? Qu'il faut jamais laisser tomber. Ouais. Parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens, un prof, tôt ou tard, des gens qui n'y connaissent rien au final, fassent des commentaires. Ah oui, mais c'est impossible de devenir pilote en faisant ci. Non, mais il sera pas pilote sur ça. Ou non, mais tu y arriveras pas. Et au final, c'est ces mêmes personnes qui aujourd'hui me disent oh c'est super, quand c'est que tu m'amènes à telle destination quand je partirai en voyage. Donc ça me fait toujours rire. Alors je leur tiens pas rigueur, j'essaie parce que ça arrive à tout le monde. Néanmoins, ouais, j'aurais tendance à dire à ceux qui nous écoutent, ouais, ne jamais baisser les bras, que ça soit pour devenir pilote ou n'importe quelle autre chose, hein, que ça soit professionnel, personnel. Ça rejoint mon truc, quand on veut, on peut, mais au final, je pense que c'est bel et bien vrai. Ok. Et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que là aujourd'hui t'aimerais qu'on te souhaite pour la suite de ta vie, de ta carrière, Plein de bons vols, plein de belles escales et plein de beaux couchers de soleil. Eh bien, on te souhaite plein de bons vols, plein de bonnes escales et plein de beaux couchers de soleil alors. Merci. Je te remercie Lucas d'avoir été ici. C'était vraiment un plaisir. Je te souhaite tout le meilleur, vraiment le meilleur du fond de mon cœur. Et puis je te remercie encore. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Je te remercie de l'avoir écouté dans son entièreté et je remercie encore une fois Lucas pour être venu aujourd'hui. Si tu as apprécié ce podcast, tu peux t'abonner, activer la cloche des notifications et bien évidemment promouvoir ce podcast autour de toi. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Discussion entre amis.